C'est l'heure du sonneur. Donc, je vous l'ai dit, pour notre sonneur, c'est une information Mediapart qui a été publiée ce week-end. Le ministère de l'Intérieur a passé la distance réglementaire des tirs de LBD de 10 mètres à 3 mètres. Alors, vous savez, les LBD, ce sont ces lanceurs de balles de défense qui ont été quand même très, très largement critiqués, et souvent à raison, dans la gestion des manifestations des Gilets jaunes. Je précise en plus que, suite à cette décision, la gendarmerie nationale a, elle, déconseillé de suivre, par principe de sécurité et de déontologie, de suivre cette réglementation du ministère de l'Intérieur, ce qui est quand même particulièrement intéressant. François Dubois, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancien gradé de la gendarmerie nationale, instructeur en gendarmerie, essayiste également, auteur de ce livre Alice au pays de Lucifer chez KA Éditions, et professeur. Alors François Dubois, en fait ici on a une double question. D'abord cette première instruction, on va dire, du ministère de l'Intérieur qui demande de diminuer ces tirs de LBD. Qu'en pensez-vous? Et deuxième question, sur cette réaction de la gendarmerie qui paraît inédite finalement, qui se porte en faux par rapport à cette décision du ministère de l'Intérieur. Oui, alors merci de me recevoir dans votre émission. Alors concernant la décision de la gendarmerie, elle me paraît tout à fait justifiée, puisqu'il y a une doctrine d'emploi vraiment particulière concernant cette arme. Alors il faut savoir de quelle arme on parle, Oui. Puisqu'il s'agit d'une arme qui est catégorisée A2, donc c'est une catégorisation internationale, ce qui veut dire que c'est une arme de guerre. Donc armes comme munitions sont catégorisées A2. Alors, sur quoi on part comme type d'arme? On part sur une arme dont l'utilisation est préconisée entre une distance normalement pour une portée de tir pratique de 10 à 25 mètres, d'accord, avec une possibilité de dégâts létaux sur une distance inférieure à 10 mètres. Alors, ça c'est officiel, c'est-à-dire c'est dit par qui cette histoire de dégâts? C'est dit par le constructeur. D'accord. Donc le constructeur de l'arme, là, c'est Brugger Thomet, c'est un constructeur suisse. Alors je vais vous expliquer d'ailleurs une petite particularité de l'État français vis-à-vis de cette arme. Donc c'est un constructeur qui a développé cette arme pour tirer des munitions normalement qui développent une énergie entre 116 et 170 joules. Donc ce qui est énorme, puisque si vous comparez un pistolet de défense à blanc équipé de balles gomme-cogne, ça fait du 50 joules à peu près, et ça arrête un agresseur net. Donc là, on est sur une arme qui développe entre 116 et 170 joules dans sa version standard. Or, l'État français a commandé auprès du fabricant Alcetex des munitions spécifiques qui développent une énergie de 220 joules. En comparaison, une arme à feu en 9 mm développe 490 joules en moyenne. Ah oui, d'accord. Oui, donc on n'est quand même pas très loin des armes à feu, oui. Donc on est à la moitié de puissance d'un 9 mm. Mais sauf que, vu qu'on n'est pas sur une tête perforante, le projectile qui est un 40 mm va s'écraser sur la surface, et donc il n'y aura que l'énergie cinétique qui sera développée. Néanmoins, ça va occasionner des lésions énormes. Oui, alors, on a pu le voir pendant les Gilets jaunes. Oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'État français, lui, a commandé une munition spécifique, donc qui développe plus de puissance. Et le constructeur, lui, a fait un rappel en disant que l'emploi de munitions autres que celles qu'il préconise lui peut non seulement entraîner des dégâts qui vont être plus graves à l'avenir, mais aussi une baisse de précision des tirs. Il le mentionne. Donc il y a une possibilité d'altération de la précision de l'arme. Oui, d'accord. Donc, en fait, d'après ce que vous dites, le constructeur, lui, donne toutes ces précisions en disant attention, non seulement il faut respecter cette distance qui est de 10 mètres minimum, sachant que nous, on était à 10 mètres avant, mais maintenant, on est à beaucoup moins, de 10 mètres minimum, et avec une autre munition que celle qui est utilisée par la France. Et malgré tout, nous, Français, non seulement on utilise ces munitions, et en plus, on diminue la distance. Donc, on a tout faux, en fait, par rapport aux recommandations. Concrètement, moi, je parle par rapport à la gendarmerie. Quand on fait des instructions sur ces armes-là, les distances de tir pratique préconisées sont de 10 à 25 mètres. On sait qu'en dessous de 10 mètres, on a des dégâts de type, ça peut occasionner des dégâts de type fracture, donc des contusions, des risques hémorragiques aussi si la zone cardio-pulmonaire est impactée et autres. Donc, on est vraiment sur quelque chose de dangereux. Donc, on tire en dessous on place la distance minimale de tir à 3 mètres, c'est complètement insensé.
Ouais. Alors, comment vous l'expliquez justement, cette espèce de durcissement, non seulement de ton, mais également des instructions, mais un durcissement qui va jusque dans un risque porté sur la population civile? Oui, alors il y a deux options qu'on peut envisager à ce niveau-là. La première, elle est sur le plan légal. Elle est de dédouaner les forces de l'ordre quand ils utilisent cette arme Ah et oui. que il y a des blessures graves qui sont occasionnées. Alors, qu'est-ce qu'on peut avancer comme argument en cas de blessure grave? Une mauvaise évaluation de la distance de tir, par exemple. L'évaluation de la distance de tir, elle est très complexe en maintien de l'ordre, puisque des fois, les conditions sont vraiment dégradées. Vous Oui, bien avez sûr. beaucoup Ouais. de fumée avec les gaz lacrymogènes. Les cibles sont mobiles. Et dans le brouhaha général, plus léger de projectiles et tout, on peut avoir du mal à évaluer sa distance de tir. Évaluer 10 mètres de distance dans ces conditions-là, bon, c'est pas toujours évident. Mais si on baisse à 3 mètres, la question se pose plus. La question de l'évaluation de la distance se pose plus. Ce qui fait que si on a un blessé, la défense pourra pas rebondir sur cette notion de distance. Donc là, ça crée une espèce de couverture, Oui. un parapluie qui permet. Mais dans ce Ensuite, cas-là, est-ce qu'on ne peut pas aussi poser la responsabilité tout simplement du gouvernement, du ministère qui a pris cette décision? alors, mais j'en viens justement à la deuxième conséquence d'une telle modification, parce que c'est une modification qui aurait lieu qui serait effectuée dans les instructions. Donc, les instructions sont des textes internes qui régissent la doctrine d'emploi de l'arme et ses manipulations. Là, les conséquences qu'on pourrait avoir, effectivement, c'est créer un effet publicité, on va dire, sur le durcissement du maintien de l'ordre, décourager les gens d'aller manifester parce qu'ils se disent, bon, ben voilà, si on diminue la distance de tir au LBD, les images qui ont circulé pendant les Gilets jaunes étaient assez traumatisantes. Les gens ont peut-être peur d'être pris dans un mouvement qui dégénère et d'essuyer un tir accidentel et de se retrouver éborgné ou défiguré. Oui. Et est-ce Donc, que vous considérez que, par exemple, la commande de Centaure également, hein, on a d'autres, on est quand même dans un système en ce moment de durcissement des conditions de maintien de l'ordre et de la parole, et de dire voilà, nous sommes là, nous sommes armés, nous avons la grosse artillerie, une artillerie presque lourde, on va dire désormais, pour du maintien de l'ordre. Est-ce que c'est vraiment ça? On est dans un changement de paradigme? c'est, à mon sens, l'expression d'une déliquescence de la démocratie. On a là, quelque part, un phénomène qui est à la fois la cause et la conséquence de l'absence de démocratie. Alors, quand je dis la cause, c'est parce que forcément, un durcissement vers toujours plus de violence, et plus on augmente le curseur du monopole de la violence légitime de l'État, et plus on se dirige vers un État qui a des propensions à devenir totalitaire. Donc, de ce point de vue-là, et en même temps, c'est aussi la conséquence, c'est-à-dire que plus on durcit, et plus on va radicaliser les mouvements qu'on a en face de soi. Oui. Donc on est dans un rapport vraiment c'est à la fois cause et conséquence. On rentre dans un cercle vicieux, Oui, mais tout à qui est fait. en la faveur d'une forme de totalitarisme. Et vous d'ailleurs, considérez qu'on tombe j'ajouterais à dans cette ça. forme de totalitarisme, justement? Pardon, j'ai pas entendu. Vous considérez qu'on a des signaux qui montrent qu'on peut tomber dans une forme de totalitarisme en ce moment? Bien sûr, mais ne serait-ce que la doctrine quand on observe la doctrine l'évolution de la doctrine du maintien de l'ordre, on voit que la gestion n'a plus rien à voir avec ce pourquoi elle a été conçue au départ. Il faut se rappeler que le maintien de l'ordre a été vraiment professionnalisé à partir de 1969, à partir de la création du CNEF à Saint-Astier en gendarmerie. Là, on a créé un centre en fait dans lequel on formait les gens vraiment à une activité qui était professionnelle et dont le but était justement d'éviter de pouvoir rétablir l'ordre et de pouvoir canaliser les populations sans créer de victimes ou de dégâts graves. C'est toute la particularité, toute la subtilité du maintien de l'ordre. Sinon, on retourne au 19e siècle avec des rangées de soldats alignés avec des fusils et on tire sur la foule. Oui. Le maintien de l'ordre, lui, il évite ça.
Et là, on voit une évolution du maintien de l'ordre qui est vraiment défavorable à la population et qui s'accroît en violence, et notamment même structurellement. On a vu, alors si on reprend l'exemple des Gilets jaunes, on avait des unités comme la Bravem, alors qui maintenant sont des unités constituées, mais à l'époque qui étaient des unités qui étaient des unités d'opportunité, c'est-à-dire qu'elles se créaient au moment où on en avait besoin. Oui. Et on avait des gens donc, qui n'étaient pas forcément spécifiquement formés, qui devaient intervenir avec du matériel type LBD 40 ou autre, et structurellement constitués de façon à être mobiles et éparses, et à venir frapper comme ça de façon sporadique les groupes de manifestants pour les disperser. Voilà. Il faut savoir aussi que le LBD 40, puisqu'on en parle, je pense que sa doctrine d'emploi, elle n'est pas adaptée à ce qu'on lui demande. Ce qui régit le LBD, c'est le L211-9 et -18 et -19 du CSI, donc qui renvoie à la dispersion des attroupements. L'attroupement, donc c'est l'article L431-3 du code pénal. Il faut savoir que on considère tout rassemblement de personnes qui est susceptible de créer un trouble à l'ordre public comme un attroupement, ce qui veut dire que le CSI autorise l'emploi du LBD 40 en vue de disperser les attroupements. Donc ça donne quand même une largesse d'emploi qui est assez importante. Évidemment, puisque de fait, une manifestation, c'est un attroupement. Donc à quel moment doit-on le disperser ou pas? Une dernière question, François Dubois. C'est absolument passionnant, mais on a encore beaucoup de sujets en ce moment. Évidemment, vous voyez que l'actualité est chaude. Concernant cette réaction de la gendarmerie, c'est quand même très très rare que la gendarmerie finalement contredise l'instruction gouvernementale. C'est tout à fait normal, puisque la gendarmerie est très attachée à l'éthique et surtout à la déontologie. Nous, quand j'étais instructeur, on enseignait justement les cas d'usage des armes et l'emploi des AFI. Donc les AFI dont le LBD fait partie. AFI, ça veut dire armes de force intermédiaire, pardon. Oui. Donc on enseignait l'emploi. Et justement, il y a une grosse part du travail qui consiste à entraîner les élèves à viser des zones spécifiques sur le corps pour ne pas blesser les gens. Voilà, tous les coups portés. Alors, il y a une codification rouge, orange, verte, etc. Tous les coups portés en zone rouge sont formellement interdits, etc. On insiste beaucoup sur la responsabilité pénale. Donc ça, c'est très gendarmique entre guillemets. Comme position. Et c'est tout à fait cohérent que la gendarmerie ait appuyé sur le bouton rouge en disant attention, puisque là, comme je vous le dis, 10 mètres déjà, c'est très dangereux, mais alors faire un tir à 3 mètres, c'est vraiment, quand je parle de tuer, c'est vraiment susceptible de tuer. Oui, effectivement. Vous vous rappelez tous du jeune Eddy là, qui a essuyé un tir de LBD. Il a eu la moitié du crâne emporté. Et il y en a eu avant, pendant les Gilets jaunes, dont on avait parlé, Fiorina Léger, Jérôme Rodriguez qui a perdu un œil, et beaucoup d'autres d'ailleurs. Pour moi, cette arme n'est pas adaptée de toute façon, puisque outre les déficiences au niveau du tireur, il peut y avoir aussi un manifestant qui se baisse au moment du tir et qui le prend dans la tête, etc. Bien sûr. Mais comme vous le disiez, tout évolue, même au niveau des grenades. Les grenades, c'est pareil. Là, il faut savoir que la GLI F4, qui a été interdite, là, est remplacée par la GM2L, qui a le double de charge d'explosifs. Et un explosif qui est 1,6 fois plus puissant que le TNT que contient la précédente. Non, mais on est dans la même logique à chaque fois. On est dans une logique de répression qui est de plus en plus dangereuse, et vous le dites, et vous sonnez le tocsin avec nous ce matin sur Tocsin Matin. Merci beaucoup François Dubois. Je rappelle que vous êtes, en plus d'être ancien gradé de la gendarmerie nationale et instructeur en gendarmerie, vous êtes également auteur d'Alice au pays de Lucifer, publié chez KA Éditions. Merci beaucoup François Dubois.